Recording is on. Voilà, donc c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. je me présente, donc José Arias, donc je suis libre penseur en Moselle, responsable de la Fédération de Moselle, membre de la Commission administrative nationale de la libre pensée. C'est dans une réunion de la Cannes qu'on a eu l'idée, que Christian Echen a eu l'idée d'organiser cette visio, hein, notamment en relation avec tous les débats et toutes les questions qui se posent, notamment dans le cadre de ce qui est en train de se produire avec la loi sur le séparatisme. Qu'est-ce que le séparatisme? Que sont les principes républicains? Voilà, c'est un peu ça la question qui est en discussion et chacun y va de ses principes. Donc on s'est dit que ce serait bien d'avoir une discussion avec Nicolas Cadenne. Mais avant de commencer, je voulais avoir un mot pour une camarade qui nous était très chère et qui nous a quittés, qui était vraiment très, très impliquée dans toutes ces discussions. C'est Heinke Forst, qui a disparu la semaine dernière, donc assez brutalement, personne ne s'y attendait. Et ses obsèques auront lieu demain, et je voulais avoir un mot pour elle, voilà, pour lui dire que bon, je pense qu'elle aurait été avec nous et elle aurait relayé, comme elle l'a fait toujours depuis très longtemps, toutes nos initiatives avec des militants allemands. Hein, voilà, donc je voulais dire un mot par rapport à elle. Alors, sinon, pour ce qui concerne le fait de recevoir Nicolas Cadenne, bon, c'est tout à fait naturel. Vous savez, la Fédération nationale est régulièrement auditionnée par l'Observatoire de la laïcité. Donc, c'est tout à fait naturel que nous accueillons ici M. Cadenne à ce titre-là. Pour ma part, j'ai même eu l'honneur d'être entendu dans ce cadre-là avec Dominique Gousseau. C'était en 2015, en plein débat sur le délit de blasphème, suite aux attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les auditions avaient abouti sur la suppression du délit de blasphème en Alsace-Moselle, c'est-à-dire l'abrogation des articles 166 et 167 du Code local, et avait permis d'introduire une partie de la loi de 1905. Donc, alors ça s'est fait par consensus, tout le monde était d'accord, même y compris les représentants des cultes. Et donc, mais bon, il a quand même fallu cet événement tragique et la mobilisation de millions de citoyens pour parvenir à avancer de façon très modeste sur l'extension de la loi de séparation à l'Alsace et la Moselle. Alors, donc je me suis appuyé sur le livre que M. Cadenne a écrit, 95 idées fausses sur la laïcité. Alors, vous avez bien entendu, 95, donc c'est un combat que de les collecter, on va dire, et d'élaborer les réponses. Et j'ai noté que nous sommes, en Alsace et en Moselle, cités à plusieurs reprises dans le livre, ce qui nous réjouit. Et donc, voilà, donc je pense que c'est vraiment un bon instrument pour parler concrètement de la loi de séparation et la laïcité. Et moi, vraiment, je vous encourage à l'acheter. Il est vendu à la librairie de la Fédération nationale. Alors, on a conçu cette réunion un peu comme une discussion. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas couper les micros, si vous voulez. Donc, si vraiment vous ne voulez pas parler, coupez le vôtre. Mais c'est une séance un peu où on va poser des questions à M. Cadenne et entendre ce qu'il a à nous dire. Voilà, donc... Qui aurait une question ou est-ce que vous voulez introduire un peu, M. Cadenne Oui, juste quelques mots. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à échanger avec vous sur la laïcité, plus précisément sur le régime dérogatoire d'Alsace-Moselle et puis aussi sur l'actualité, sur le projet de loi en cours et sur tout ce que vous souhaiterez. Juste effectivement pour
pour rappeler que peu de temps après notre installation à l'Observatoire de la laïcité en 2013, on a, euh, on a considéré qu'il était important de travailler sur la question des régimes dérogatoires. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a 5, et bien sûr le plus important étant celui concernant les 3 départements d'Alsace-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Donc ça avait très vite abouti à un avis que j'avais proposé au Collège des membres de l'Observatoire de la laïcité suite à une série d'auditions. Et évidemment, vous aviez été auditionné pour établir à la fois un état des lieux et puis, et du coup, des recommandations au gouvernement. Très tôt, donc, on a souhaité recommander 7 évolutions d'ordre pratique, mais en même temps parfois symboliques et assez majeures. Euh, on savait bien sûr, que la, la fin d'un trait de plume du régime dérogatoire n'était pas acceptable pour le gouvernement et les gouvernements qui ont suivi. Ils ne souhaitaient pas le faire, ni les parlementaires. Mais nous avons donc proposé des évolutions qui, à notre sens, n'étaient pas, euh, euh, enfin, étaient recevables et étaient difficilement contestables. Et ça a plutôt bien marché, puisqu'effectivement, la plupart de ces recommandations ont été suivies des faits. Et la plus importante, mais elle est peut-être d'ordre symbolique, mais elle est quand même importante, c'est effectivement l'abrogation du délit de blasphème, qui était, à notre sens, une incohérence flagrante. Qu'il puisse encore en avoir eu un dans une république laïque comme la France. Donc on a au moins obtenu cela, mais on a aussi obtenu, comme vous le savez, la véritable optionnalité de l'enseignement religieux à l'école, au collège et au lycée, puisqu'en réalité, avant notre avis, dans beaucoup d'établissements scolaires, c'était très compliqué de ne pas suivre l'enseignement religieux ou de revenir dessus en cours d'année. Donc désormais, normalement, tel doit être le cas, avec une option à cocher à la rentrée scolaire par les élèves, et donc une totale liberté de refuser cet enseignement, ce qui nous paraît plus adéquat avec la liberté de conscience qui, nous, à notre sens, n'était pas pleinement respectée auparavant. Également, autre exemple, l'alignement de la peine encourue lorsqu'on perturbe un office religieux, puisque, avant notre avis, vous le savez bien, il y avait un risque de prison ferme jusqu'à, je crois, 3 ans de prison ferme lorsqu'on perturbait un office religieux en Alsace-Moselle. Désormais, la peine est alignée sur ce qui est prévu par la loi du 9 décembre 1905, les articles 31 et 32, qui nous paraît quand même beaucoup plus logique. Ensuite, on a aussi également souhaité placer l'enseignement religieux en supplément du temps de l'enseignement scolaire commun et pas dans le tronc commun. Donc là, nous l'avons obtenu pour le collège et le lycée, mais pas encore pour l'école primaire, où, une fois de plus, là, on constate une anomalie, si je puis dire, puisqu'effectivement, les élèves du primaire ont 1 heure de moins, du coup, que les élèves de la France de l'intérieur, comme vous avez coutume de le dire en Alsace-Moselle. Et ça ne me paraît pas normal. Donc, on l'a obtenu pour le collège et le lycée. On espère que ça évoluera aussi rapidement pour l'école primaire. Également, on considérait qu'il n'était pas nécessaire de recevoir un complément d'enseignement moral pour les élèves qui ne suivent pas l'enseignement religieux, dès lors qu'on avait instauré au niveau national l'enseignement moral et civique, et une approche parfaitement laïque de la question, et qui est délivrée non pas par des personnels religieux, bien sûr, mais par des personnels non religieux de l'éducation nationale. Voilà, juste, je voulais un peu rapidement faire ce rappel. Après, on peut aussi discuter, bien sûr, du projet de loi en cours, qui se portait au départ sur les séparatismes et qui désormais s'appelle projet de loi confortant le respect des principes de la République. Actuellement, il n'y a pas de disposition sur le régime dérogatoire. Vous savez qu'il y a des amendements qui ont été déposés en ce sens par certains. Et puis, on peut aussi discuter des autres dispositions de ce texte qui est important, hein, qui comprend énormément de volets très divers et d'ailleurs qui ne touche pas qu'à la laïcité. En tout cas, je suis vraiment très content d'être ici avec vous parce que, effectivement, comme ça a été dit, la libre pensée
effectivement mentionné dans mes deux derniers bouquins à plusieurs reprises, et c'est bien naturel parce que la Libre Pensée est la plus vieille association et surtout une association historique du combat laïque et qui est à l'origine en bonne partie en tout cas, de ce combat avec ensuite bien sûr la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme notamment. Et on doit beaucoup à ces associations historiques, tant elles ont œuvré pour finalement aboutir ensuite à la séparation en 1905, mais aussi auparavant à la laïcité à l'école. Donc pour moi qui suis, en tout cas encore jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à peut-être le mois prochain, on ne sait pas encore, ou encore un peu, on ne sait pas, mais en tout cas encore en charge de la laïcité, évidemment, je suis très attaché à votre association. Voilà. Merci. José, je peux poser deux questions? Oui, monsieur. Oui, parce que il me semblait que c'est toujours les premières qui sont difficiles. Je veux saluer Nicolas Cadenne d'abord, et puis tous les camarades qui sont ici. Monsieur Cadenne, j'ai deux questions à vous poser. Sur le projet de loi que nous, on continue d'appeler séparatisme, il m'a semblé qu'à un moment donné, il était proposé quelques extensions de la laïcité, non pas en Alsace-Moselle, mais dans d'autres îles et dans d'autres endroits de la République qui n'étaient pas appliquées. Est-ce qu'il existe encore, au stade du débat, parce que ça évolue sans arrêt entre l'Assemblée nationale et le Sénat, est-ce qu'il existe encore, dans ce qui est aujourd'hui fixé, on va dire, des propositions d'extension du principe de la laïcité dans des territoires de la République dans lesquels la laïcité ne s'appliquait pas? Ça, c'est la première question. Le commentaire, c'est que c'était un projet de loi contre les séparatismes, ensuite pour conforter les principes de la République. Maintenant, c'est un projet de loi pour le respect des principes. Ce gouvernement veut vraiment être respecté. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment vous voyez et comment vous analysez le fait qu'il y a une chose assez extraordinaire, c'est que tout le monde est contre cette loi, à part le gouvernement, quoi, et relativement sa majorité parlementaire. Depuis hier, il y a toute une série de déclarations communes des épiscopats, enfin des conférences religieuses, des chrétiens, des orthodoxes, des protestants. Il y a eu une déclaration commune aussi avec les autres cultes. Tout le monde est contre ce projet de loi. Hein. Les organisations laïques, les églises, les syndicats, la plupart des obédiences maçonniques, toutes les institutions nationales, comme la Commission consultative des droits de l'homme, comme la Défenseur des droits, même au niveau international, c'est critiqué. Comment vous expliquez qu'un tel projet de loi peut susciter un tel mécontentement et une telle opposition? Et surtout, est-ce que le gouvernement peut décider quelque chose quand tout le monde est en désaccord? Ça s'appelle une patate chaude, ça. Alors, pour répondre à ces deux points, le premier point, non, dans le projet actuel, je ne crois pas qu'il y ait de dispositions qui étendent le principe de laïcité à d'autres régimes dérogatoires. Ils l'étendent évidemment aux Outre-mer, mais aux collectivités qui déjà, en fait, appliquent la loi de 1905, qui ne sont pas des régimes dérogatoires, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy. Ça, c'est une évidence, mais sur le coup, c'est pas des et Saint-Martin bien sûr, ce sont pas des collectivités qui ont un régime dérogatoire. Pour les régimes dérogatoires, il n'y a pas d'extension du principe de laïcité. Il y a précision que les dispositions qui concernent pas d'ailleurs la laïcité, mais qui concernent d'autres sujets, notamment l'héritage, la polygamie, ce genre de choses, sont applicables notamment à Mayotte, mais qui en plus est un régime qui a deux régimes. Mayotte, c'est soit le régime dérogatoire, soit le régime de droit commun, selon le choix des citoyens. Mais là, sur le coup, ils veulent appliquer ces dispositions. Le projet de loi prévoit que ces dispositions soient applicables quoi qu'il arrive, mais de toute façon, ça ne concerne pas directement la laïcité. Et après, pour la Polynésie française, il y a là encore un seul article qui concerne la Polynésie française, mais c'est pas un article qui a trait à la laïcité. C'est un article qui a trait au fameux
Je crois que c'est un article qui a trait au contrat d'association, mais c'est pas, voilà, ça n'a pas de lien direct avec la laïcité, donc la laïcité, elle n'est pas étendue à ce stade aux autres régimes dérogatoires. Même s'il y a eu des amendements en ce sens justement pour que la loi de 1905, plus exactement, s'applique dans ces départements. Ensuite, sur le deuxième point, en fait, c'est un peu complexe à mon sens. Il y a beaucoup de dispositions dans ce texte qui ne portent pas sur les mêmes sujets. Du coup, vous allez avoir des accords sur certaines dispositions et des désaccords sur d'autres. Et effectivement, la somme des désaccords sur certaines dispositions peut être importante, c'est clair. Et du coup, là, vous allez retrouver beaucoup de gens qui sont en désaccord. Concernant strictement la laïcité, c'est un peu différent. Au Parlement, beaucoup des groupes, même d'opposition, vont soutenir les dispositions concernant la laïcité, pas tous, mais certains, ou en tout cas certaines dispositions, mais pas tous. C'est un peu, voilà, il y a une sorte en gros, de vote qui varie quand vous regardez les votes à l'Assemblée, notamment sur les articles, qui varient selon le titre de la loi, selon les articles de la loi. Et concernant les positionnements des cultes, des obédiences, des partis sur la politique, sur la laïcité ou des syndicats, là encore, en fait, les oppositions ne sont pas toujours les mêmes. Les obédiences, en tout cas ceux qui ont parlé au nom des obédiences, vont pas forcément souligner les mêmes oppositions que les cultes. En revanche, il va y avoir des points de vigilance à peu près similaires entre les cultes et la plupart des partis politiques, même d'opposition. Il y a un point de vigilance des cultes qui, sur le coup, et des partis politiques, enfin de certains partis politiques et de certains syndicats, qui rejoint un point de vigilance de l'Observatoire de la laïcité. C'est notamment sur la séparation. Donc c'est de base, hein, c'est un principe de base, bien sûr. Nous avons encore eu l'occasion hier de rappeler à la commission des lois du Sénat, Jean-Louis Bianco et moi-même, qu'on était très vigilants et un peu inquiets sur le fait que ce projet de loi pourrait, dans sa rédaction de un ou deux articles, enfin de deux articles, et poser question quant à la stricte séparation des églises et de l'État. Parce que, notamment dans l'article 27, enfin en particulier dans l'article 27, il y a une émiction, à notre sens, de l'autorité administrative publique dans le culte. Et c'est jamais bon parce que ça rend possible l'instrumentalisation. À terme, si on allait trop loin dans la non-séparation, ben, ça rend possible l'instrumentalisation politique des religions. C'est ce qui se passe dans un système laïque non séparatiste à la turque, quoi, hein. Mustafa Kemal, quand il a fait la laïcité à la turque, il n'a jamais voulu séparer les cultes de l'État pour pouvoir les contrôler. Et puis, résultat, aujourd'hui, on a Erdogan qui instrumentalise les cultes à des fins politiques. Donc, il faut être très vigilant sur cette séparation. Donc là, évidemment, ça inquiète les cultes, mais en fait, ça inquiète aussi les séparatistes, si je puis dire, tous ceux qui ont toujours milité pour une séparation très stricte. Donc voilà, ça dépend en fait de quels articles on parle. Mais moi, typiquement, dans mon rôle, je peux pas parler de tout un tas d'articles qui vont pas directement concerner la laïcité. Sinon, je sors de mon rôle. Après, j'ai mon avis en tant que citoyen, mais je peux pas l'exprimer comme ça. Mais il y a vraiment des titres très différents sur des champs différents qui forcément vont créer des oppositions différentes. Merci. Alors, qui veut poser une question ? Alors, moi j'en aurais une, parce que étant parent d'élèves, il y a quelque chose qui me choque, donc j'habite à Metz, hein, c'est que dans toutes les écoles de France, à moins que je me trompe, on demande aux parents d'élèves de signer ce qu'on appelle la charte de la laïcité. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de s'engager à respecter une forme de la laïcité en général. Et c'est d'autant plus choquant chez nous que dans les écoles, on considère que ceux qui ne respectent pas la laïcité, c'est quand même les écoles, quoi, parce qu'il y a l'enseignement religieux, c'est tout un problème
dans les réunions de parents d'élèves, de parler de l'enseignement religieux. Vous pouvez en dire que du bien. Enfin, je sais pas comment ou alors vous faites porter votre opinion à vos enfants, quoi. Il me semble que c'est injuste. Il y a déjà l'obligation de faire cette demande de dispense. Alors, je sais que beaucoup de gens la font, mais en plus, il faut signer la charte de la laïcité, alors qu'on sait très bien ici que la laïcité, c'est la laïcité de l'État, c'est pas la laïcité des parents, vous voyez. Donc, je voulais savoir un peu votre avis sur la question et si et qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser les choses. Sur le fait que les parents soient obligés de signer la charte de la laïcité en Alsace-Moselle, alors que la laïcité ne s'applique pas pleinement, en fait? Bah, en Alsace-Moselle et ailleurs. Est-ce que c'est pas une inversion de la laïcité? Parce que on dit toujours que... Bah, en fait, ouais, ça dépend. Enfin, en fait, cette charte, effectivement, vous avez raison, elle s'adresse qu'aux élèves. Et elle s'adresse aux élèves pour leur expliquer comment elle s'applique, comment la laïcité s'applique à l'école. Elle n'est pas normative, elle n'est pas prescriptive, elle ne fait que rappeler le droit existant. Et donc, notamment, que les élèves sont soumis à la discrétion, donc pas de signe ostensible à l'école publique. Pour autant, ils ne sont pas soumis à la neutralité, mais en tout cas, discrétion, et, etc. Elle ne parle pas des parents, parce que les parents, bien sûr, eux, sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'avoir des convictions, et voilà, et de les afficher. Et elle ne parle pas des enseignants qui, de toute façon, eux, sont soumis à la neutralité totale, pas de signe discret ou ostensible, puisqu'ils représentent l'État, neutre et impartial. Donc, en fait, quand on fait signer, quand l'école va faire signer son règlement intérieur aux parents, il va effectivement, pas toujours, mais souvent, mettre la charte de laïcité dedans. Du coup, les parents signent l'ensemble. Et effectivement, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un minimum de dialogue, ce qu'il n'y a pas toujours, ce qu'il n'y a pas souvent, qui explique que cette charte, voilà, c'est pour rappeler les règles au sein de l'école. En revanche, ça n'impose pas la neutralité aux parents ou quoi que ce soit. Il faut effectivement distinguer les choses, quoi. Bien préciser à qui ça s'adresse, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, et ensuite, en Alsace-Moselle, c'est encore plus délicat, puisqu'effectivement, eh bien, les lois laïques de la fin du 19e ne s'appliquent pas pleinement en Alsace-Moselle, puisque voilà, l'Alsace-Moselle n'était pas française à ce moment-là, suite à la défaite de Sedan et au lâchage un peu, hein, quand même, de la France de ces départements. Et effectivement, du coup, ça peut apparaître un peu étonnant. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on a avancé pour qu'au niveau de l'école, ça devienne de plus en plus équivalent à ce qui se passe dans le reste de la France. Et on s'en est rapproché avec donc la sortie du tronc commun de 7 heures d'enseignement religieux, mais c'est toujours pas le cas à l'école. C'est le cas au collège et au lycée, mais toujours pas à l'école. Donc ça, c'est pour nous quelque chose qui reste à faire. Et l'optionnalité réelle, et qui doit être vérifiée, mais normalement, maintenant, il y a une optionnalité réelle. C'est plus aussi compliqué. Enfin, normalement, ce n'est même plus du tout compliqué que d'arrêter un enseignement religieux, quoi. Maintenant, c'est de droit, quoi. On choisit au début d'année si on veut le suivre, et puis si on choisit de le suivre, on peut quand même l'arrêter à n'importe quel moment de l'année, normalement. Et si tel n'est pas le cas, ça veut dire que là, il y a un problème, parce que ça veut dire que la circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui était sortie suite à notre avis n'est pas appliquée. Donc, dans ce cas, il faut le remonter au rectorat pour que cette optionnalité soit véritablement respectée. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à tout, donc n'hésitez pas à me repréciser les choses, hein, si besoin. Oui. Merci. Alors, concernant les chartes de la laïcité, on essaie en ce moment d'en imposer aux associations. Alors, à Dijon, on est en train de se battre là, ça a été voté en conseil municipal, hein, et donc ils imposent à toutes les associations de signer une charte s'ils veulent avoir des subventions et des locaux dans le cadre de la maison des associations. Donc, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légitime? Ben, en fait, ce que nous, on a, par rapport à ceux qui nous ont dit qu'ils faisaient ça, quand ils nous le disent, on leur dit, dans ce cas, votre charte ne doit que rappeler le droit, strictement, et ne pas créer de normes nouvelles, ne pas créer justement de règles qui s'imposeraient et qui ne seraient pas prévues par le droit, par la loi. Donc ces chartes, de toute façon,
normalement, quand elles sont bien rédigées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand elles sont bien rédigées, normalement, elles sont parfaitement conformes au droit et ne font que rappeler ce qui, de toute façon, s'impose déjà aux associations. Donc, en fait, normalement, ça doit être utilisé que comme un rappel des règles. Parce que effectivement, on est dans un contexte où c'est un sujet qui est tout le temps dans l'actualité, et donc beaucoup d'élus locaux veulent marquer leur implication sur le sujet, et du coup, ils le font à travers la rédaction de chartes. Mais ces chartes, je le répète, ne peuvent pas créer de normes nouvelles, ne peuvent pas créer d'obligations nouvelles. Donc ça, c'est ce qu'on rappelle sans cesse quand on est sollicité là-dessus. Ça ne peut que très strictement rappeler ce qui déjà s'applique à tout le monde. Donc, en tant qu'association, bien sûr, il faut juste être vigilant à ça, vigilant à ce que ces chartes ne fassent que rappeler le droit existant. Après, on propose aussi souvent aux maires qui veulent faire ça, déjà donc de s'assurer que ce soit bien ça, et ensuite d'accompagner cette charte par un comité de suivi, c'est-à-dire en gros que le maire en profite pour rassembler les associations et qu'il y ait du dialogue entre les associations et les autorités municipales pour parler de ces questions-là et pour, qui plus est, aider les associations lorsqu'elles travaillent sur ces sujets-là à pouvoir être plus efficaces, quoi. Donc, dans une sorte de donnant-donnant. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est très variable selon les régions. Je crois qu'à Dijon, enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à Dijon, la charte est correcte. Dans d'autres villes, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a des villes qui ont rédigé des chartes et qui ont été cassées par le tribunal administratif parce que leur charte, en effet, alors même que parfois on leur avait dit que ça allait pas, mais ils ne nous avaient pas écoutés, leur charte imposait des obligations nouvelles qui ne devaient pas s'imposer. Donc les élus profitaient du texte pour imposer des normes qui ne sont pas légales. Et donc c'est à ça qu'il faut être vigilant. C'est que, alors, les associations, des fois, du coup, nous sollicitent parce qu'elles savent que nous, on est très vigilants de ce point de vue-là. On regarde bien si c'est conforme au droit, et donc on leur répond si ça l'est ou si ça l'est pas. Donc n'hésitez pas à nous solliciter tant qu'on est encore là, si on est encore là quelque temps, parce que voilà, on peut vérifier ça. Mais après, si c'est conforme au droit, en fait, ça fait que rappeler le droit, quoi. Mais effectivement, il faut vraiment être vigilant sur le fait que ces chartes ne doivent pas imposer d'obligations nouvelles. C'est le plus important. Après, de toute façon, il va y avoir, de par ce projet de loi en cours, ce contrat d'engagement. Donc là, on a rappelé à la commission des lois du Sénat, comme on l'avait fait d'ailleurs à la commission spéciale de l'Assemblée nationale, que c'est pas un contrat juridiquement et que nous, on n'est pas très favorable à ce terme de contrat, parce qu'en réalité, c'est pas un contrat, c'est un rappel des règles d'une part vers l'autre, mais il n'y a pas d'échange. Donc, c'est pas un vrai contrat d'une part, et que d'autre part, on a rappelé que dans cette loi, il devait être vraiment la rédaction de cet article sur ce contrat d'engagement doit être parfaitement impartial, rappelant uniquement le droit et s'en tenant aux principes juridiques et pas aux valeurs. Par exemple, au début, le loi écrivait il faudra que les associations respectent les valeurs de la République. Nous, ce qu'on a dit, et là sur le coup le Conseil d'État a dit la même chose que nous, ça va pas. Ça va pas parce que le terme de valeur, il est très subjectif. Et donc, ça aurait pu aboutir à ce que vous ayez des autorités administratives qui discrétionnairement considèrent que l'association ne respecte pas les valeurs telles que elle, autorité administrative, les entend, et donc annule les subventions ou supprime un agrément pour les fédérations. Et donc ça aurait pas été normal, ça aurait pas été, sur le coup, ça aurait été attentatoire à la liberté d'association. Donc, ce qui est positif, c'est que les parlementaires sont revenus effectivement là-dessus et il n'y a plus le terme de valeur. Maintenant, on s'en tient aux principes. Et là, il y a une définition juridique des principes et on revient en gros à la liberté de conscience notamment, égalité, ce genre de choses. Et égalité entre femmes et hommes, etc. Donc ça, ok, mais là encore, on a bien rappelé l'importance de s'en tenir à quelque chose qui rappelle le droit existant. Et donc, les décrets en Conseil d'État seront à regarder de près, parce que effectivement, le Conseil d'État va devoir rédiger ça avec une main tremblante, parce qu'il faudra effectivement qu'il fasse bien attention, il le sait, à quelque chose qui ne crée pas de normes nouvelles. Voilà, donc ces chartes qui effectivement on le voit bien, se multiplient, vont sans doute de toute façon être très vite caduques, puisqu'il y aura ce contrat qui sera sur le coup au niveau national et décliné partout, pour toute subvention publique en fait, quelle que soit la collectivité ou l'administration qui donne des subventions, il y aura ce contrat. Donc le plus important, c'est d'être vigilant au niveau de ce projet de loi pour que ce contrat
soit effectivement pas du tout prescriptif, qui ne fasse que rappeler le droit existant. Et en tout cas, en attendant ce contrat, qui n'est pas un contrat d'ailleurs, comme je l'ai dit, bref, effectivement, simplement être vigilant sur le fait que ces chartes ne font que rappeler le droit. Là encore, typiquement, hier justement, ou aujourd'hui, je ne sais plus, enfin bref, il y a quelques heures ou hier, je ne sais plus, j'ai eu à répondre à une charte qui m'était transmise par une municipalité, où effectivement, j'ai repris de nombreux articles de cette charte parce que il y en avait plusieurs qui en réalité n'étaient pas conformes au droit et donc imposaient ou pouvaient laisser entendre que des obligations nouvelles s'imposaient aux associations, ce qui n'aurait pas été correct ni légal. Typiquement, une charte de laïcité qu'une association va signer, c'est pas pour autant qu'elle va être soumise à la neutralité, évidemment. La laïcité ne suppose la neutralité que de ceux qui exercent une mission de service public. Si l'association n'exerce pas de mission de service public, mais une simple mission d'intérêt général, elle n'est pas soumise à la neutralité. Donc c'est ça, ce à quoi il faut être très vigilant. Donc, je peux vous envoyer les textes de la charte de laïcité de Dijon et vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, sans problème. Je l'envoie où? Vous pouvez l'envoyer à mon email, à nicolas.caden, @pm.gouv.fr ou au secrétariat de l'Observatoire de la laïcité, secrétariat.laïcité@pm.gouv.fr et on vous répondra pour vous dire si effectivement la charte est correcte, quoi, si elle ne fait que rappeler le droit ou si effectivement il y a des articles qui pourraient poser problème. D'accord, merci. Je crois qu'à Dijon ça allait, mais à vérifier. Mais vous verrez, je pense pas moi, mais vous verrez. Ah oui, non, mais alors dans ce cas, je vous demanderai pas. Vous-même, vous pouvez n'hésitez pas à faire des commentaires sur les articles qui vous semblent problématiques. Voilà, d'accord. On regardera ça de près. Ok, merci. Alors, prochaine question. Moi je veux bien. Tu les fais passer avant, sinon je passe après. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour à tous. Donc moi j'ai deux réflexions. La première c'est, je suis surpris de la méconnaissance de la loi, des principes de la loi 1901 par les élus qui donnent quand même des subventions aux associations quelque part. Donc ils méconnaissent complètement les statuts des associations 1901, voire ils pourraient, si elles n'étaient pas conformes aux lois, aux principes même de la République, les interdire. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on laisse un peu faire n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte de la loi 1901. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, par rapport aux propos qui ont été dits tout à l'heure, je pense que, enfin, si les mots ont quelque importance, je pense qu'il y a un problème sur l'enseignement du fait religieux et non pas des religions. Et ça, pour moi, c'est un problème. À l'école primaire, souvent, et à l'école, au collège aussi, on parle de l'enseignement des religions, ce qui est une erreur monumentale. Et c'est insister sur l'ambiguïté de la chose. Or, l'enseignement du fait religieux n'a rien à voir avec l'enseignement des religions. Donc, tout le problème de la formation des enseignants sur le fait religieux et non pas sur leurs convictions personnelles. Voilà, ce sont les deux réflexions. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison. Attendez, je suis perdu sur la première réflexion, c'était, oui, sur les élus. Alors effectivement, déjà, clairement, les élus ne sont pas plus connaisseurs de la laïcité que la plupart des citoyens. Ça, c'est ce qu'on constate depuis qu'on est installé, hein, 2013. De fait, il y a en France une certaine inculture laïque qui conduit à une multitude d'interprétations de la laïcité. On le sait bien, dans ce domaine, chacun a tendance à avoir sa propre vision subjective de la laïcité et à considérer que cette vision est la bonne. C'est la laïcité dans l'absolu. Alors après, évidemment, en démocratie, on peut avoir toutes les interprétations qu'on veut de la laïcité, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on considère que c'est cette laïcité qui doit s'appliquer en droit. Là, non, en droit, il n'y en a qu'une de laïcité qui s'applique. Et sur le coup, il y a beaucoup de confusion qui règne dans l'opinion, mais aussi au sein des élus, au sein des responsables politiques. Et ça, c'est un souci parce que sur le coup, évidemment, ils doivent appliquer la loi. En tout cas, ils sont garants d'une certaine application de la loi. Et
et ils ne peuvent pas se permettre de mal appliquer le principe de laïcité, sauf que c'est souvent le cas. Donc, nous, on a évité tout un tas de contentieux quand même, parce que justement, quotidiennement, on est saisi par des citoyens et même par des élus, des fois, pour savoir si telle ou telle application est correcte. Donc, en général, on donne la réponse dans les 24 ou 48 heures. En général, les élus du mairie, du coup, ils se mettent en conformité et ça évite un contentieux. Parfois non, et du coup, il y a contentieux. Mais clairement, oui, il y a un déficit de connaissances et parfois des subventionnements qui sont indus, qui ne devraient pas se faire sur des activités cultuelles, par exemple, qui posent un vrai souci. Donc, évidemment, ça suppose notre vigilance. Ça supposerait aussi de former les élus à cette question, ce qui est trop peu le cas. Les associations d'élus ne forment pas beaucoup à la laïcité. Quand elles forment leurs modules de formation ne sont pas toujours de grande qualité. Ou sinon, il y a des erreurs dans leurs documents officiels. Je pense à un ancien vadémécum de l'AMF qui comprend beaucoup d'erreurs de droit, donc c'est quand même un souci. Donc voilà, là il y a un manque. Nous on a conçu des MOOC, des cours en ligne sur Internet, notamment pour les élus, en quelques heures seulement, parce qu'on sait qu'ils nous disent souvent qu'ils n'ont pas le temps sinon, qui est suivi, mais à l'échelle nationale, qui est évidemment très peu suivi par tous les élus qui devraient le suivre, quoi. Mais oui, c'est un problème. C'est un problème. Ensuite, sur le deuxième point, bien sûr, il faut faire la distinction entre l'enseignement religieux en Alsace-Moselle, qui est un enseignement qui va être géré par les ministres du culte et qui va concerner la religion elle-même et parfois donc et même souvent la croyance, le dogme, et donc qui va relever de la théologie et qui est à distinguer totalement de l'enseignement des faits religieux, qui lui est possible à l'école publique, l'enseignement laïque des faits religieux et des courants de pensée. Moi, j'aime à dire aussi des courants de pensée parce que je pense qu'il est aussi important de traiter des courants de pensée, qui est trop peu fait, pardon. Mais l'enseignement laïque des faits religieux, ça concerne une approche neutre, objective, des faits religieux en tant que faits sociaux. C'est-à-dire, en gros, permettre aux élèves de mieux appréhender l'ensemble des courants de pensée et des courants religieux, de mieux comprendre leur influence sur le monde contemporain, mais aussi leur influence dans l'histoire, leur influence sur les différentes matières qu'ils ont à traiter. C'est pour ça qu'il est transdisciplinaire. Mais en aucun cas de rentrer dans la croyance. Toujours en faisant la distinction entre savoir et croyance et en ne parlant et en ne traitant que du savoir. Pour qu'effectivement les élèves aient des billes et des outils et des éléments pour mieux comprendre ces faits religieux qui ont, de fait, qu'on le veuille ou non, une influence sur les affaires du monde. Mais effectivement, c'est totalement à distinguer de l'enseignement religieux. José, Oui. est-ce que tu peux faire passer un message que la personne qui a laissé la télé derrière elle arrête sa télé ou qu'elle ferme sa porte? On ne sait pas qui. Voilà, sinon je coupe tous les micros. Ah oui, fais ça parce que c'est insupportable. Voilà, et si vous voulez parler, vous réactivez le vôtre. Hein. Quand tu veux, tu me dis. Hein, pour moi, j'ai une... Alors moi, je coupe le micro, il faudra que tu réactives le tien. Oui, pas de problème. Voilà. Tu peux y aller? Voilà, vas-y. Oui. Vous avez dit, Monsieur Cadane, une chose plein de choses très intéressantes, mais je voudrais bien que vous me confirmiez. Les collectivités territoriales qui font signer par les associations des chartes dites de la laïcité, ça n'a aucun fondement juridique légal, il n'y a aucune obligation. Et même, est-ce qu'on peut dire, si j'ai bien compris dans votre propos, que la loi dite séparatiste qui va mettre en œuvre le contrat d'engagement républicain va en fait évacuer complètement cette question de la signature par les associations des chartes de la laïcité. Si tel est le cas, il me semble que c'est le cas. Ça avait été à un moment donné indiqué au début qu'il y aurait ces chartes-là qui devraient être signées. Qu'est-ce qui va devenir dans les collectivités territoriales? Parce qu'il va y avoir un contentieux. Si les mairies disent vous ne pouvez avoir des subventions des salles municipales, des locaux, que si vous signez une charte de la laïcité, et si cette charte de la laïcité n'a aucune base légale, juridique et réglementaire, ça va ouvrir des contentieux avec les associations qui
qui ne veulent pas la signer et qui vont estimer, comment dirais-je, que c'est pas juste de leur priver de moyens pour fonctionner. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une autre idée qui est quand même assez problématique? La loi n'étant pas les principes de laïcité au territoire où ça s'appliquait pas, alors donc frauduleusement, quand on dit que c'est une loi qui renforce la laïcité, ça démontre que c'est pas vrai. Mais par contre, si on engage un processus qui est déjà engagé depuis quelque temps, de faire reporter la laïcité sur les citoyens et sur les associations, et que l'État lui-même n'applique pas la laïcité, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de privatisation de la laïcité et un détournement de sens? C'est à l'État et aux institutions de respecter la laïcité. C'est pas aux citoyens. Alors, quel va être, c'est un peu la même question que je vous pose depuis tout à l'heure, quel va être le fondement juridique de cette inversion des preuves d'un certain point de vue? Merci beaucoup. Alors, sur le premier point, en fait, s'il y a des contentieux, le juge vous donnera raison que si la charte, et ce qui est le cas dans certains cas, et d'ailleurs ça a été cassé à ce moment-là, que si la charte ne respecte pas le droit et crée une norme nouvelle. Mais en revanche, si la charte que la mairie vous demande de signer ne fait que rappeler le droit, ben, le juge ne pourra pas dire c'est illégal puisque la charte ne fait que rappeler le droit. Donc elle aura quand même une base légale puisqu'en fait ce sera un simple rappel du droit. Or ce droit, vous devez le respecter en tant qu'association. Donc en fait, ça dépend. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce que dit la charte pour vérifier en effet qu'elle ne crée pas d'obligations nouvelles par rapport au droit existant. Et parce que si tel était le cas, là, effectivement, le juge, en contentieux, le juge annulerait la charte, annulerait la délibération du conseil municipal, et donc, du coup, le fait que, par exemple, une mairie s'appuie sur cette charte pour vous refuser une subvention. Donc voilà, vraiment, tout dépendra de ce que dit cette charte. Il faut que ça rappelle le droit, ça ne peut pas créer autre chose. Ensuite, effectivement, je disais que le contrat d'engagement républicain qui va être adopté dans cette loi, de fait, va rendre sans intérêt, si je puis dire, les chartes dont on parle, puisque ce contrat, justement, va rappeler aux associations qu'elles doivent respecter le droit et les principes de la République, notamment le principe de laïcité, mais là, je vais y venir, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent respecter le principe de neutralité, évidemment. Le principe de laïcité dans le sens liberté de conscience, égalité de tous, patati patata. Donc voilà, donc effectivement, du coup, on voit plus bien l'intérêt des chartes dès lors qu'il y aura en plus ce contrat. Et ensuite, et sur votre deuxième point, oui, effectivement, il y a une logique portée par certains groupes de pensée, certains, je sais pas comment dire, certains prescripteurs d'opinion, qui est de dire que il faut neutraliser l'espace social. Alors, souvent, ils disent laïciser l'espace social. Mais moi, je dis neutraliser parce que c'est une mauvaise. En fait, je n'utilise pas la laïcisation de l'espace social parce que je trouve que c'est. Il ne devrait même pas utiliser le mot laïcité. Parce que, si vous voulez, la laïcité, là encore, ça dépend comment on la définit, mais la laïcité, c'est pas que la neutralité. On peut être tous laïcs, même en tant que citoyens, dès lors qu'on entend par là qu'on est partisan de la laïcité et qu'on veut la liberté de conscience pour tous. À ce niveau-là, on est tous laïcs. En revanche, effectivement, on n'est pas neutre. Et moi, dans ma vie privée, j'ai aucune... Ok, quand je suis rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, je suis neutre, je représente l'État, mais dans ma vie privée, j'ai aucune envie d'être neutre. Je fais bien ce que je veux et j'exprime mes opinions comme je l'entends. Et c'est là le risque, c'est que certains, en effet, souhaitent neutraliser l'espace social et neutraliser les citoyens dans leurs convictions. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de neutralisation. Et là, en effet, c'est complètement contraire à la laïcité, à l'esprit même de la laïcité, à ce qu'ont voulu tous ceux qui ont conçu et qui ont défendu cette cause, et notamment la libre pensée. À l'évidence, ça s'y oppose, ça s'y oppose même à la libre pensée, puisqu'en gros, si vous êtes une minorité qui ne pensez pas comme la majorité, alors ben non, on va vous neutraliser. C'est là où il y a danger, quoi. Donc effectivement, il faut toujours être vigilant quant à cette tendance de vouloir neutraliser l'espace social. Pour le moment, dans le projet de loi, nous, on a évité, en tout cas, on a défendu le point de vue qu'il fallait surtout pas
d'articles qui aillent en ce sens. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il y a plein d'amendements, en effet, qui sont déposés en ce sens. Donc, on verra ce qu'il en est après le Sénat. Il faut être hyper vigilant là-dessus, parce qu'effectivement, on le sait bien, il y a une volonté de neutraliser les usagers des services publics, de neutraliser les parents accompagnateurs, de neutraliser la rue, etc., etc., etc. Et là, c'est à partir du moment où on ouvre cette possibilité-là, alors là, dans le projet de loi, ce serait au niveau des convictions religieuses. Mais à partir du moment où demain, on a l'outil pour neutraliser des convictions, on peut neutraliser demain n'importe quelle conviction. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que moi j'en aurais une. Bon, moi j'habite en Moselle, hein, donc c'est toujours un truc un peu particulier, comme on dit. C'est sur le contenu des cours professés par les représentants des cultes. Hein. Il est dit sur la page de l'évêché de Metz que l'enseignement religieux à l'école est un complément de l'éducation religieuse. Hein. Bon, donc pour moi, ça pose un problème en termes de contenu. Ça s'oppose à ce qu'on attend de l'école. Vous voyez, les faits vérifiés, le savoir commun, voilà. Bon, alors, bon, je me demande comment faire, vous voyez, est-ce qu'il faut qu'on regarde plus précisément ce qu'il y a dans les cours et qu'on commence à en faire une explication de texte? Vous voyez, parce que c'est un peu facile, quoi. Hein, au nom du fait qu'ils ont la possibilité de professer, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, même les trucs les plus faux. Hein, alors, je vous donne l'exemple. Là, avec ma fille, on révisait le cours d'histoire sur le peuple élu, et Moïse, qui ouvre la mer Rouge en levant le bras, il est bien précisé dans le cours de faits religieux qu'il n'y a aucune base historique, aucune preuve que ça ait pu avoir lieu. Il y avait eu le peuple élu, c'était 600 000 personnes, c'est à peu près ça qui est dit. L'armée égyptienne, c'était des dizaines de milliers de soldats. Il y aurait eu des traces dans... est-ce qu'on ne peut pas demander... Est-ce qu'il y a comment dire, qui prouve ce qu'ils disent? Je ne sais pas, vous voyez, il y a un débat là qui doit avoir... qui me semble intéressant sur ce qui passe à l'école, comme dans les programmes. En tout cas, comment c'est fait ailleurs? Est-ce que les programmes sont vérifiés? Pourquoi est-ce que là, c'est une zone où on ne peut pas toucher, quoi? Ben, en fait, le problème, c'est, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est clairement l'école publique en Alsace-Moselle n'est pas la même, n'est pas régie tout à fait par les mêmes textes que l'école publique partout en France. Les lois laïques de la fin du 19e ne s'appliquent pas pleinement. Et il y a toujours dans les textes locaux l'obligation d'un enseignement religieux. L'obligation, mais qu'il y en ait un, mais nous, on a réussi à contourner le texte, si je puis dire, en le rendant optionnel. Certes, il y a une obligation de proposition, mais il est optionnel. Donc, pour en venir à ce que vous dites et que je comprends pleinement, évidemment, que je partage, il faudrait en fait faire appliquer toutes les lois laïques sur le territoire d'Alsace-Moselle. Et effectivement, à ce moment-là, il n'y aurait plus cette inquiétude-là. On n'aurait que l'enseignement laïque des faits religieux, comme on a ailleurs en France, et encore, c'est très peu délivré, mais enfin bref, ça, sur le coup, il faudrait que ça existe, et on n'aurait plus d'enseignement religieux. Ou sinon, qu'est-ce qui se passe dans le reste de la France? C'est dans les établissements privés sous contrat, suite à la loi de Bray. Bon, dans les établissements privés sous contrat, il peut y avoir des enseignements religieux qui sont, là encore, facultatifs et en dehors des heures de cours. C'est un peu ce qu'on a essayé d'imposer finalement en Alsace-Moselle pour créer une sorte d'équivalence, comme si c'était des établissements privés sous contrat, puisque effectivement, normalement, c'est maintenant facultatif et en dehors des cours. Ce qui n'est pas encore le cas, je le répète, malheureusement, pour la primaire. Mais tant qu'on n'aura pas changé, en effet, pleinement le droit sur lequel s'appuie le droit local, on ne pourra pas appliquer précisément ce que vous dites là, même si, évidemment, je le comprends et le partage.
Mais question subsidiaire, est-ce que le fait que des libres penseurs contestent le contenu des cours, est-ce que c'est un facteur de trouble de l'ordre public? Ben, le problème, c'est que légalement, ils ont le droit d'avoir ces contenus de cours dans le cadre de l'enseignement religieux, puisque cet enseignement religieux est prévu par le régime dérogatoire, concordataire et droit local allemand. Donc, ils ont le droit d'avoir un enseignement religieux et du coup de raconter la croyance. Et dans la croyance, on sait bien que c'est pas la raison qui prime. Donc, c'est la croyance. Donc, à partir de là, ils ont le droit de le faire. Du coup, si vous le contestez, c'est plutôt contester le droit local, en fait. Et d'ailleurs, ça, vous le faites et vous avez tout à fait le droit, dans un débat démocratique, de dire que ce droit local dérogatoire ne convient pas. Mais contester le fait qu'ils enseignent ça, de fait, de par le droit local, ils ont le droit. Vous voyez ce que je veux dire comme la différence, quoi. C'est le droit local, en fait, clairement, hein, on y revient, qui pose problème, qui clairement assume le fait que l'école en Alsace-Moselle, c'est pas la même. Voilà, c'est pas pleinement laïque. Donc, c'est pas eux, les cultes, j'allais dire, profitent du droit local, bien sûr, pour délivrer ce type d'enseignement. Néanmoins, depuis notre avis, c'est quand même important. Cet enseignement, de toute façon, n'est que facultatif et normalement en dehors des troncs communs. D'accord. José, j'ai encore des questions. Il faut animer le débat. Comme le sujet quand même de la soirée, c'est le statut d'Alsace-Moselle, je réfléchissais à une chose. Comment on va, si le contrat d'engagement républicain est adopté par la loi, comment on va décliner ça en Alsace-Moselle, dans une région qui est pas laïque institutionnellement. Une autre question qui est la même, mais sous un autre aspect. Si, parce que ça fait partie des amendements qui sont proposés, alors peut-être que ça sera pas accepté, mais si on interdisait par la loi la présence de femmes voilées, parce que c'est ça qu'il s'agit, dans les accompagnatrices scolaires. Bon, c'est-à-dire qu'on étendrait ce que vous dénoncez comme nous d'ailleurs, l'extension de la neutralité à des domaines dans lesquels ça ne doit pas s'appliquer. Qu'est-ce qui se passerait en Alsace-Moselle si par exemple il y avait une loi qui disait les mères de famille ne peuvent pas accompagner les enfants si elles ont un voile qui est un signe religieux? Est-ce que ça voudrait dire que est-ce que ça s'appliquerait en Alsace-Moselle? Est-ce que le contrat d'engagement républicain va s'appliquer en Alsace-Moselle? Auquel cas, il y aurait quand même, par exemple, sur les femmes voilées, un caractère discriminatoire, puisque toutes les autres religions auraient droit de citer dans la sphère publique, mais pas les femmes voilées. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, en fait, le problème de l'égalité des citoyens. En fait, dans ce projet de loi, ils peuvent imposer ce qu'ils veulent où ils veulent. C'est-à-dire que ce qui ne s'applique pas en Alsace-Moselle, c'est les lois qui ont été prises et votées et adoptées lorsque l'Alsace-Moselle n'était pas française. Donc, c'est les lois de la fin du 19e et du début 20e, notamment, bien sûr, les majeures lois laïques de la fin du 19e et la loi de 1905. Là, maintenant, l'Alsace-Moselle est pleinement française, donc ils considèrent que cette loi s'appliquera là-bas. Et d'ailleurs, ce que je vous expliquais, c'est que même sur les autres régimes dérogatoires, tout ce qui ne concerne pas la laïcité loi 1905 s'y appliquera aussi. Mais en revanche, effectivement, cette loi ne prévoit pas l'extension de la loi de 1905, et donc une loi antérieure et qui date d'une époque où ces territoires n'étaient pas français, à ces départements. Du coup, en effet, ils vont être soumis aux lois antérieures à 1871 ou postérieures à 1905, dont celle-là, mais pas à celle d'avant, en 1918, pardon. Donc, ouais, ils peuvent tout à fait, oui, le gouvernement, les parlementaires peuvent tout à fait faire en sorte que cette loi s'applique à l'Alsace-Moselle, sans pour autant étendre le principe de la loi de 1905 à ces départements. Après, concernant les parents accompagnateurs, nous, on a évidemment alerté contre ce type de mesure. On l'a redit hier donc, à la commission des lois du Sénat, qu'il fallait surtout pas étendre le principe de neutralité à ceux qui n'exerçaient pas la mission de service public, parce que alors, ça n'aurait plus rien à voir avec le principe de laïcité. Si tel est malgré tout le choix des parlementaires, déjà,
c'est une loi, à mon sens, qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel. Donc il faudrait, à mon sens, qu'il y ait une saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires, et si tel n'est pas le cas, par l'opposition, et si tel n'est pas le cas, au moins en QPC, donc par les citoyens, parce que le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2013, a quand même, d'ailleurs, décision qui concernait aussi le régime dérogatoire, mais en tous les cas, il avait profité de cette décision pour définir en partie la laïcité, et effectivement, cette laïcité ne suppose pas la neutralité de tous ceux qui n'exercent pas de mission de service public. Et même si ça passait le Conseil constitutionnel, ça, à mon avis, ça ne passerait pas à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ce serait ce serait beaucoup trop attentatoire à l'article 9 et à la liberté de conscience, telle que interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en revanche, oui, ça pourrait s'appliquer à tous les départements, dont l'Alsace-Moselle. Mais normalement, dans l'écriture des amendements qui avaient déjà eu lieu, ils ne parlent pas que du voile, parce qu'ils veulent éviter une discrimination directe, donc ils vont parler de tous les signes ostensibles. Ce qui n'a pas grand sens, parce que les signes ostensibles, ça ne concernait que les élèves. Pourquoi? Parce que là, sur le coup, il y avait une justification qui pouvait s'entendre, c'était de dire, déjà, il y a le privé pour ceux qui ne veulent pas d'interdiction, et par ailleurs, dans le public, c'est parce que ce sont des élèves en phase d'apprentissage des bases du savoir, pour qu'ils n'aient pas de pression entre eux, et donc on leur demande d'être discrets, pas de signes trop visibles, patati, patata, tout ça. Ça pouvait s'entendre. Là, on est face à des adultes qui sont majeurs, qui disposent de tous leurs droits, de leurs devoirs, enfin qui ont des devoirs, mais qui disposent de tous leurs droits. Je vois pas bien comment on pourrait justifier, en effet, que des adultes seraient soumis à la neutralité dans la rue ou en tant que parents accompagnateurs, etc. Donc, je pense pas que ça passe jusqu'à la CEDH, mais en tous les cas, que ce soit en Alsace-Moselle ou dans le reste de la France, ça ne changera rien. C'est une loi qui s'appliquera à tout le territoire. Alors, JLT, je ne sais pas qui c'est, veut prendre la parole. C'est le moment ou jamais. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis enseignant et donc, dans ce cadre-là, on a au niveau académique une boîte mail sur laquelle on peut recevoir des messages et donc qui est normalement réservée aux professeurs. Et donc, on a eu récemment une invitation, d'ailleurs, c'était pour aujourd'hui, hasard du calendrier, et donc invitation de la part du président du conseil régional et des élus, ainsi que du comité interreligieux auprès de la région Grand Est, qui ont donc le plaisir de nous inviter à un webinaire qui s'intitulait « Regard croisé, peut-on représenter Dieu? La représentation de Dieu dans les différentes religions ». Et donc, il y avait 3 intervenants, un catholique, un musulman et un juif. Donc, je souhaitais simplement savoir ce que vous pensiez de cette démarche. Voilà, c'est ma question. C'était où? Quel rectorat? Chez nous. En Alsace-Moselle? C'est la région Grand Est. C'est la région Grand Est qui invite. Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Et donc, ça s'appelait Regard croisé sur l'académie de Strasbourg. Hein. Je pense que ça a été envoyé. Après, je ne sais pas si ça a été envoyé dans d'autres académies, mais je sais que voilà. Là, c'était. Et ça s'appelait Regard croisé sur. Regard croisé. Attendez. Ah, je suis allé trop loin. Regard croisé, double point, ouvrez les guillemets, peut-on représenter Dieu? La représentation de Dieu dans les différentes religions. Alors, j'ai le nom des intervenants que vous avez besoin. C'est effectivement questionnant. En fait, c'est difficile de se prononcer définitivement parce qu'il faudrait voir ce qui est dit. Mais en effet, dès lors que ça concerne des enseignants du public, en plus, il y a l'Académie de Strasbourg, c'est quel département déjà? C'est pas que Bas-Rhin et Haut-Rhin, si? C'est que Bas-Rhin et Haut-Rhin? Si. Alors, c'est Communauté européenne d'Alsace maintenant, mais enfin bon. Oui, donc effectivement, je pense que si c'est que Bas-Rhin et Haut-Rhin, ils jouent en effet sur le régime dérogatoire. Mais c'est vrai que c'est très limite. C'est très limite parce que c'est transmis donc à des fonctionnaires publics.
Il faudrait vraiment s'assurer de ce qui est dit dans cette conférence, à savoir est-ce que c'est vraiment du savoir qui est délivré ou est-ce qu'il y a une logique de prosélytisme, c'est-à-dire chacun va défendre sa croyance et son culte, auquel cas ce serait quand même très problématique. Donc effectivement, j'avoue que c'est très questionnant, mais là, il serait intéressant d'écouter ce qui est dit. Alors, j'ai pas assisté, c'était cet après-midi, hein, j'ai préféré vous rencontrer, vous. C'est sympa. Si vous avez des retours, ça m'intéresse, si vous avez des retours de ce qui s'est dit. Ouais, je ne sais pas si j'en aurais, quoi, bon, parce que ça me questionne déjà à la base. Mais c'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de choses-là, pas dans le cadre de ma profession, hein. Mais là, on était, il n'y a pas longtemps, là, la journée du 8 mars, donc il y a quelques années, moi je suis de Bichulaire. Donc on a, au niveau de la mairie aussi, ils ont organisé comme ça un espèce de comité interreligieux. Alors bon, avec des intentions tout à fait louables de faire se vivre ensemble les différentes religions, hein. Mais donc ils avaient, le jour de la journée du 8 mars, ils avaient organisé dans la nouvelle mosquée qu'ils inauguraient à l'époque, là, à Bichulaire. Donc c'était très intéressant parce qu'on a pu du coup visiter la mosquée et tout ça, quoi. Mais ce dialogue était donc là entre les différentes religions. Donc il y avait différentes religions qui étaient représentées et chacune donnait sa vision de la femme dans sa religion, quoi. Donc ce genre de... Alors effectivement, c'est peut-être juste des connaissances, certes, mais moi, ce que je trouve un peu dommage dans ces dialogues interreligieux, ben, c'est que, et je me suis permis de le rappeler dans une des interventions que j'avais faites, c'est de dire que ben, en France, ben, il y a 60% des gens, ben, je me souviens plus, j'avais les chiffres exactement à l'époque, hein, mais bon, là, je les ai plus en tête, mais c'était 60% des gens qui, de toute façon, ne s'intéressaient plus à la religion, même s'ils étaient encore baptisés ou quoi que ce soit, quoi. Et que ben, finalement, je trouvais dommage que dans une journée, ben, entre guillemets, de la femme, il n'y ait pas eu un représentant de quelqu'un qui était également, d'une manière ou d'une autre, religieux, quoi. Et qui donne aussi une vision un peu de la place de la femme dans la société française de manière générale, pour faire un peu le pendant à toutes ces religions qui chacun donnait leur place de la femme, quoi. Donc, Ouais. c'est ça aussi que je trouve, parce que là, il y a 3 religions qui parlaient, quoi, et il y avait personne Ouais. qui était, voilà. Et, Non, vous avez raison et c'est parce vrai que que... ce que nous... Ouais. Oui, pardon, allez-y, finissez, excusez-moi. Non, c'était juste une phrase pour dire que ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, comme on est dans ce concordat, pour faire le lien quand même avec tout ça, quoi, comme on est dans ce régime de concordat, et ben, les politiques se permettent un certain nombre de choses quand même qui seraient pas possibles dans d'autres régions de France, quoi, voilà. Oui, sans doute. Et c'est vrai que c'est problématique quand ça émane d'une autorité publique. Alors, les politiques, sur le coup, ils font ce qu'ils veulent. Parce que, comme vous le savez, ils sont pas strictement soumis à la neutralité, sauf quand ils exercent une mission de service public et quand ils représentent une administration publique. Donc, si c'est pas que les politiques, mais une administration publique qui envoie ce type d'événement, c'est quand même problématique parce qu'ils sont l'administration publique, elle est neutre et effectivement, à minima, ce qu'il faut faire normalement, et c'est ce qu'on rappelle aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est que qu'il y ait un débat sur du savoir religieux, ok, mais effectivement, il est important aussi d'avoir un point de vue qui soit religieux, qui soit libre penseur. Donc c'est en général important d'avoir pas que des religieux et des représentants des cultes. Il faut aussi déjà 3 cultes, c'est peu, hein, puisque en France il y en a énormément de religions différentes. Et il y a aussi, comme vous l'avez dit, des agnostiques, des indifférents, des athées. Donc, et puis après, s'ils veulent parler de spiritualité, elle n'est pas que religieuse. Donc, vous avez raison. Il apparaît étonnant de n'inviter que des religieux. Et pour revenir sur les chiffres, en gros, les chiffres tels que nous, on a pu les évaluer par des différentes enquêtes, c'est 37%, enfin entre 35 et 40% de gens qui se disent encore croyants, entre 30 et 35% de gens qui se disent athées, entre 15% d'agnostiques et 10% d'indifférents, qui donc en gros ne veulent même pas se prononcer et peuvent évoluer selon les circonstances. Donc on n'est effectivement pas plus du tout dans un paysage où il y aurait une très large majorité de croyants en France. C'est loin d'être le cas. Et on est même un des pays les plus sécularisés au monde où finalement la proportion de croyants est une des plus faibles dans le monde, même si elle reste conséquente. Elle n'est effectivement plus du tout dans une majorité absolue.
Oui. Alors, moi, j'avais une question, si vous permettez. Alors, parce que la grande crainte, au final, euh, qui se pose à tous les libres penseurs, à tous les laïcs, même beaucoup plus largement, c'est l'extension du régime concordataire au reste de la France. Hein. C'est-à-dire, et puis il y a des tentatives, hein, parce qu'on a dû intervenir auprès notamment du Conseil régional Grand Est. Alors, est-ce que vous pensez que cette crainte, elle est fondée ou pas? Je crois qu'elle l'est plus trop, mais elle est en partie. Il y avait effectivement des candidats à la présidentielle qui étaient, en tout cas un, qui était dans une tendance assez poussée vers ça. Euh, on verra la prochaine présidentielle l'an prochain. Il y a en tout cas, tous les camps, c'est tout le problème. La laïcité, elle transcende les partis. Dans tous les camps, il y a des gens qui sont encore dans cette logique-là, de dire ouais, le concordat, ça marche bien, il faut l'étendre partout. Donc, c'est pas une crainte totalement dénuée de fondement. Pour le moment, elle est minoritaire, mais elle existe. Il y a des gens, en effet, qui défendent cela, et il y a eu des propositions de loi en ce sens, ou des amendements en ce sens. Alors, effectivement, comme la loi de 1905 est quand même un totem et est quand même quelque chose de très important pour les Français, les politiques ont du mal à assumer directement le fait qu'ils s'opposent à la loi de 1905. Donc, ils vont juste dire, on est très attaché à la loi de 1905, mais il faut quand même adapter les choses, on n'est plus dans la même situation, donc il faut mieux contrôler les cultes, donc ce qui se passe en Alsace-Moselle, c'est pas mal, on pourrait peut-être l'étendre. Donc, ça se fait à bas bruit, mais oui, il y a des tentations, c'est vrai. Elles sont aujourd'hui plutôt minoritaires, mais elles peuvent, au gré des incidents, des événements, d'attentats, qui fait que parfois le politique se fonde plus sur l'émotion que sur la raison. Ça peut revenir, c'est sûr. Mais la vraie crainte aujourd'hui, qui est encore plus marquée, c'est pas forcément le régime concordataire, mais c'est la neutralisation de l'espace social dont on parlait tout à l'heure, et en partie le régime concordataire, en ce sens où il y a quand même aussi, accompagné de cela, enfin en accompagnant cela, une volonté de contrôle de l'État beaucoup plus appuyée, et donc en partie effectivement une remise en cause de la séparation, et donc en partie une logique concordataire. D'accord. Si personne n'a de questions, moi j'en ai. Hein, donc, alors, parce qu'à un moment donné, ce qui s'est discuté ici, c'était que, après tout, bon, la loi de 1905, c'est vrai qu'elle est très bien. Elle a fait ses preuves. Le seul obstacle à son extension en Alsace-Moselle, c'est pas tant. Il y a l'article 1, c'est surtout l'article 2. Hein, qui dit que l'État ne finance pas les cultes. Hein, et ici, ce qui s'est dit, hein, parce que effectivement, si l'article 2 était revu, et ben, pourquoi pas, en permettant une forme de financement des cultes, et ben, bon, bah, écoutez, ce serait une bonne façon de pérenniser un système où il y a quand même pas mal d'argent qui part dans les caisses des cultes reconnus, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut, à un moment donné, prendre cette forme-là, que l'article 2 soit, compte tenu qu'il y a la loi Debré, c'est quand même une fuite de fonds publics vers les cultes, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça peut venir par là? Oui, je pense qu'effectivement, ça viendrait davantage sur une modification de la loi de 1905 plutôt que de son abrogation, quoi. Effectivement, comme je vous le disais, parce que les responsables politiques savent bien combien cette loi est importante, mais au final, ça en changerait totalement la nature. Donc, avant ce projet de loi, par exemple, nous avions mis en garde profondément contre le changement sur l'article 1, 2 et 4. C'est les articles fondamentaux de la loi de 1905. Ils ne sont pas touchés pour le moment, et à notre sens, il ne faut surtout pas qu'ils soient touchés, parce qu'à partir du moment où on touche un de ces trois articles, on casse l'équilibre de la loi de 1905, ça c'est clair,
et on revient sur son essence. Donc, effectivement, oui, ça peut passer par ça, c'est clair. Même si au final, ça reviendra au même, quoi. Ça remettra en cause complètement la loi de 1905, puisque effectivement, il y a déjà des atténuations, des tempéraments, si je puis dire, de cet article. Certains sont prévus dans la loi elle-même, hein, typiquement les services d'aumônerie, sur le coup, pour garantir la liberté de culte dans les lieux fermés, c'est la loi de 1905 elle-même qui le prévoit. Après, il faut savoir, on le sait, que le Conseil d'État a aussi créé des tempéraments sur certains financements pour rétablir une égalité entre cultes qui avait été cassée du fait que l'Église catholique n'a pas appliqué la loi de 1905. Il y a ça aussi qu'on oublie. En 1905, la loi est adoptée, l'Église catholique refuse d'appliquer la loi, elle refuse de créer des associations cultuelles, donc elle ne récupère pas ces lieux de culte. Du coup, le législateur légifère à nouveau en 1907, en 1908, pour laisser les lieux de culte catholiques à la disposition des fidèles, et pour permettre aux associations loi 1901 de faire du culte si nécessaire, puisqu'ils refusaient les catholiques refusaient l'association cultuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a des associations 1901 qui font du culte, hein. C'est depuis ce refus, et aussi du coup pour que l'État reste propriétaire de ces lieux de culte. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui énormément d'églises sont propriétés des collectivités locales ou de l'État si c'est des cathédrales, et donc pour les dépenses nécessaires, c'est-à-dire pour quand il y a des risques d'éboulis ou des toitures qui s'effondrent, ce genre de choses, c'est à la charge des collectivités locales ou de l'État. Alors que pour les autres lieux de culte, c'est à la charge des associations cultuelles. Mais du coup, le juge, effectivement, a créé des tempéraments, notamment le fait que maintenant, même quand il n'est pas propriétaire, l'État ou la collectivité peut aider un lieu de culte dans ce type de défense. Il a fait ça pas pour... sur le coup, il n'a pas fait ça pour être encore dérogatoire à la loi 1905. Le Conseil d'État, il a fait ça pour essayer de rétablir une égalité par rapport au culte catholique qui était avantagé et qui est toujours avantagé. Mais du coup, effectivement, ça crée quand même des tempéraments importants, c'est clair. Mais voilà, donc ces tempéraments, cette jurisprudence suffit largement, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en ai encore une. Parce que excusez-moi de me monopoliser le micro. Ça me va très bien. Alors, parce que là, avec tout ce qui s'est passé au Parlement là, récemment, alors bon, moi j'aime le citer parce que même si bon, je suis pas orienté selon ce parti, Olivier Faure, il a fait fort. Il a proposé que le Concordat soit abrogé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils oublient toujours de l'Alsace-Moselle quand ils parlent, les dirigeants. Et après, il y a toujours ici des élus pour leur dire non, on n'est pas d'accord avec lui et ils se font tailler en pièces localement. Alors ensuite, il y a eu Alexis Corbière, donc qui est intervenu très bien pour demander l'abrogation. Alors c'est vrai, on se dit toujours à quoi ça sert. Bon. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y a eu un article de presse qui est paru, que je vous ai envoyé, où maintenant l'Église de Moselle dit qu'elle est une des plus pauvres de France. Hein, donc ça, c'est intéressant. Alors pourquoi? On pourrait se poser la question. C'est vrai que étant financé par l'État, logiquement, les croyants disent on n'a pas besoin de payer vu que tout le monde paye pour nous. Donc ça, c'est une première réflexion. Mais là où c'est très fort, c'est quand ils disent il n'y a plus que 1% des Mosellans qui vont à la messe. Alors que le Concordat est la religion majoritaire des Mosellans. Bon, moi je trouve enfin, il faut vraiment être en crise ouverte pour affirmer. Enfin, je voulais quand même le dire ici. Jusqu'où est-ce qu'il faut qu'il y ait 0,00000% pour qu'on se dise enfin on va mettre fin. Vous voyez, ça contredit complètement même les textes fondateurs du Concordat, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Après, effectivement, le texte rappelle cela, mais effectivement,
les cultes se fondent pas là-dessus. Ils considèrent juste que ils restent juste sur l'aspect subventionnement public ou pas. Et le concordat, le régime dérogatoire permet le subventionnement public. Des cultes reconnus, il faut rester là-dessus. Et du coup, ils disent, si vous ne nous subventionnez plus, c'est la cata, on n'aura plus de ressources, on pourra plus gérer nos lieux de culte, etc., etc. Bon, je suis pas certain, en effet, que ce soit la meilleure des défenses, mais c'est une défense classique. C'est la même qui a été faite en Guyane. En Guyane, il y a eu un accord, normalement un accord, entre le conseil départemental et le diocèse de Cayenne, puisque là-bas, seul le culte catholique est reconnu et subventionné. Et, euh, et du coup, le diocèse avait admis le fait que c'était une survivance historique qui n'avait plus guère de sens et qu'il acceptait à terme de reprendre à sa charge les salaires des membres du clergé, etc. Mais juste après, il a précisé, un peu la même logique de défense, il a précisé, alors le problème, c'est qu'on n'a plus assez de fidèles et puis nos fidèles ne donnent pas. Donc on n'a pas assez d'argent. Donc tant qu'on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas prendre en charge nos membres du clergé. Mais bien sûr, quand on aura assez d'argent, on le fera. Donc c'est pas très étonnant. José, Oui, on va faire spectacle à trois. En vous écoutant, Monsieur Cadet, j'ai des questions qui apparaissent. Je comprends tout à fait, c'est tout à fait logique. Enfin, c'est tout à fait juste juridiquement. Tout ce qui est loi française de 1871, enfin 70, quoi, on va dire, jusqu'à 1918, ne s'applique pas, comment dirais-je, en Alsace-Moselle, du fait de l'annexion par le Deuxième Reich. Bon, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des législations contradictoires, même sur le terrain de la laïcité, selon que ça a été fait avant et selon que ça a été fait après. Je pose une question qui est très intéressée, à défaut d'être intéressante. C'est quand même la loi de 1905 qui a, d'un certain point de vue, renationalisé les biens du clergé dans la France de l'intérieur. Puisque les églises, les bâtiments religieux, à l'exception des presbytères et des bâtiments annexes, qui ont été retirés à la gestion des associations cultuelles et religieuses, tout ça appartient aux collectivités territoriales et, comme vous l'avez dit, à l'État pour les cathédrales. Qu'est-ce qui se passe en Alsace-Moselle? Parce que ces dispositions ont été prises dans le cadre avant, pendant et après la loi de 1905, quand c'était pas français. Alors, est-ce qu'en Alsace-Moselle, les églises, les cathédrales appartiennent à la puissance publique ou appartiennent à la puissance privée qui s'appelle l'Église catholique? Vous voyez ce que je sous-entends. Parce que c'est quand même, si les églises appartiennent aux mairies, elles doivent être entretenues, ce qui est normal par le propriétaire, mais ça, c'est une disposition de la loi de 1905. Comment il peut y avoir des dispositions de la loi de 1905 qui peuvent être appliquées et pas d'autres? Et puis, par ailleurs, c'est dans un contexte, nous, on est dans une étude en ce moment, on va prendre une initiative. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en Espagne et en Allemagne, il y a une grande campagne de l'opinion publique contre les biens de l'Église. En Espagne et en Allemagne, ça chauffe un peu sur le fait que l'Église catholique, parce que c'est essentiellement elle, est riche et opulente et qu'elle se goberge alors que le reste de la société est un peu plus pauvre. Est-ce qu'il y a donc nous on va lancer bientôt lors de notre congrès, certainement si c'est accepté, on va lancer une grande enquête. On l'avait fait en 2006 sur ce qu'on a appelé les inventaires laïques, c'est-à-dire en fait le financement public contraire au principe de laïcité pour l'Église. On va lancer une enquête sur les biens de l'Église en France. C'est ce qu'on veut faire. Mais les biens propres, s'entend, parce que les églises appartiennent aux communes, les cathédrales à l'État. Nous, ça, on vise pas. Mais l'Église a quand même des propriétés. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est recensé, où on peut trouver les biens de l'Église en France? Et l'autre, parce que comme j'étais un peu long, quelle est la nature des bâtiments religieux en Alsace-Moselle? Sont-ils propriété communale ou sont-ils propriété privée? En fait, ça change pas grand-chose là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la loi de 1905, elle permettait à l'État
et aux collectivités locales, aux communes, de donner les biens qu'il avait acquis sous la Révolution française et sous le Concordat aux associations cultuelles. Et donc, en fait, de manière naturelle, dès qu'il y a eu association culturelle, l'État et les communes ont remis tous leurs biens à ces associations culturelles. Il n'a pas pu le faire pour l'Église catholique, puisque l'Église catholique a refusé de constituer des associations cultuelles. Donc, en fait, sur le coup, que ce soit en France de l'intérieur ou en Alsace-Moselle, c'est pareil, puisqu'au final, en France de l'intérieur, l'Église a refusé de récupérer ses biens, donc l'État et les communes sont restés propriétaires. En Alsace-Moselle, il n'y a pas eu cette loi, mais du coup, il reste sur le Concordat qui prévoyait déjà que c'était l'État et les communes qui étaient propriétés de ces biens de l'Église. Donc au final, ça ne change rien sur le coup, puisqu'effectivement, la loi de 1905 a été refusée par l'Église catholique et du coup n'a pas récupéré ces biens qui étaient déjà propriété de l'État et des communes par le Concordat. Parce que c'est le Concordat, en fait, qui fixe le fait que l'Église est propriétaire des cathédrales et... l'État est propriétaire des cathédrales et la ville, la mairie, est propriétaire des églises. Et en fait, et paradoxalement, dans toute la France, c'est encore le cas du fait que l'Église catholique ait refusé la loi de 1905. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, toute la France est sur le régime du Concordat, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est encore l'État qui est propriétaire des cathédrales et les communes des églises. Alors, pas totalement, puisque en 1924, il y a enfin eu un accord avec le Vatican. Donc là, à ce moment-là, ils ont créé les associations diocésaines qui sont à peu près équivalentes aux associations cultuelles, mais enfin qui respectent quand même la hiérarchie du clergé. Mais du coup, à ce moment-là, ils ont récupéré très peu d'églises, mais surtout, toutes leurs églises qu'ils ont construites à ce moment-là, effectivement, sur le coup, appartiennent aux associations diocésaines. Donc, en gros, il y en a quand même très peu. C'est essentiellement des anciennes églises en France. Mais en gros, quand vous voyez des églises modernes, en général, ça appartient à des associations diocésaines. Mais pour les anciennes, ça appartient toujours à l'État ou à la commune. Pardon ? Il y a une interférence là. Ah, vous m'avez entendu à la fin ? Personne ne vous entend ? Si, moi j'ai très bien entendu. Voilà, c'est bon. Oui, mais alors, excusez-moi pour rebondir. Voilà. D'abord sur les associations cultuelles diocésaines. On s'est aperçu en étudiant ça, parce qu'on en apprend tous les jours, même un siècle après, c'est quand même des associations diocésaines cultuelles un peu particulières, puisque normalement les cultuelles, c'est pour gérer le culte. Nous sommes d'accord. Et le culte, c'est ce qu'on appelle l'exercice du divin. Or, dans les associations diocésaines cultuelles, elles ont interdiction par l'Église de gérer le culte, puisque la gestion du divin appartient au seul évêque. Donc c'est pas les associations cultuelles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question des biens de l'Église, parce que vous savez que quand on a une marotte, nous à la libre pensée, on s'y tient. Il y a bien sûr les églises, tous les abbayes, tous ces abbayes, mais il y a des biens de l'Église qui, par exemple, appartiennent aux congrégations. Le Canard enchaîné en 1987 disait dans son dossier Les Catocrates que les biens de l'Église en propre sur le 5e, 6e et 7e arrondissement, ce qu'ils appelaient la cornette d'or, ça se montait à 1 milliard de francs lourds. Donc, tout à fait. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ça ? Sincèrement, je ne le sais pas, mais ce serait ce serait intéressant. Mais effectivement, tous les biens cultuels, mais qui n'étaient pas ouverts au culte, ouverts au grand public, et qui n'ont pas été récupérés par l'État et qui ont toujours appartenu à des congrégations, sont encore aujourd'hui propriété privée de l'Église. Et ça représente quelque chose de colossal. Le patrimoine foncier de l'Église catholique, en effet, en France, c'est très important. Donc, je ne sais pas à combien ça se chiffre, mais effectivement, ce n'est pas rien, c'est clair. Et après, oui, vous avez raison de souligner sur les associations diocésaines. Clairement, ils ont obtenu par ces accords de 1924 une différenciation forte par rapport aux associations cultuelles, puisqu'effectivement, l'association diocésaine ne gère pas pleinement le culte, elle ne fait qu'entretenir le culte. C'est-à-dire qu'elle participe, en fait, elle subvient aux frais et à l'entretien du culte. Mais elle ne gère pas explicitement et pleinement le culte, c'est juste.
pour autant, le Conseil d'État, de façon à néanmoins pouvoir appliquer les dispositions de la loi de 1905 et donc les contraintes qui pèsent sur sur les associations cultuelles aux associations diocésaines, a dit OK, ça ne contrevient pas à la loi. Comme ça, ces associations sont quand même soumises au contrôle des associations cultuelles. Mais oui, rien que ça est un vrai débat qui n'a plus lieu, mais qui moi, m'interroge personnellement et peut interroger. C'est que, effectivement, encore aujourd'hui, on accepte une dérogation pour le culte catholique. Parce qu'effectivement, le culte catholique voulait préserver cette hiérarchie ecclésiastique qu'il considérait comme étant totalement libre de l'État et ne devant en rien se soumettre à une quelconque injonction qui pourtant n'est pas une injonction en plus, hein, c'est simplement une demande de conformité très générale du statut associatif, quoi. C'est-à-dire, vous gérez ce pourquoi vous êtes fait. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, ils ne gèrent pas pour ce pourquoi ils sont faits, ils subventionnent juste, mais le culte en lui-même reste tout à fait indépendant de toute loi. Merci. Juste une question, je ne sais pas si ça existe toujours au XXIe siècle, mais il me semble qu'au XXe siècle, il existait un service des hypothèques. Et ce service des hypothèques recensait tous les biens et les propriétaires. Donc, est-ce que par ce biais-là, si ce service-là existe toujours, parce qu'avec la réforme de nos fonctionnaires, on ne sait pas où on en est, est-ce que si ce service existe toujours, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller fouiller là ou voir au pire chez nos amis des impôts, parce qu'il y a forcément des taxes foncières qui doivent tomber quelque part et ils ne doivent pas être exempts de toute taxe. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas deux pistes pour essayer de repérer tous leurs biens licites ou illicites. Merci. Effectivement, alors maintenant, c'est le service de je crois, hein, c'est le service de la publicité foncière, je crois maintenant, mais ça recouvre les mêmes attributions que le bureau des hypothèques avant. Donc, comment vous appelez ça, M. Cadenne? Pardon? Quel est le nom que vous avez dit là, le service? Le service de la publicité foncière. Ah, merci. Ça y est, on les tient. Oui, alors toujours de Dijon, je voulais vous demander, vous avez fait 2 fois une réflexion, alors vous ne pourrez peut-être pas répondre, hein, comme quoi d'ici un mois vous ne seriez plus là. Donc est-ce que ça veut dire que c'est suite à un petit peu l'anathème qu'a porté sur vous Emmanuel Macron il y a quelques semaines, ou est-ce que vous avez décidé de passer à autre chose? Ce qui serait étonnant parce que vous avez l'air quand même passionné par ce sujet. Voilà, vous répondez ou si vous pouvez, bien sûr. Oui, non, je peux répondre, il n'y a pas de problème. C'est suite effectivement aux attaques qui avaient été formulées, pas par le président de la République, mais par une ministre que vous connaissez, je pense, par une ministre qui s'en était pris effectivement à l'Observatoire de la laïcité, une ministre déléguée à la citoyenneté, et qui avait fait part de son souhait qu'il y ait maintenant un portage de la parole de l'État sur la laïcité et que elle ne considérait pas comme adéquat l'Observatoire de la laïcité, qu'elle souhaitait créer un bureau de la laïcité sous sa tutelle. Et effectivement, il y avait eu des attaques extrêmement violentes et très sincèrement douloureuses, dures à vivre à cette époque-là, qui faisaient suite, puisque les attaques avaient été lancées par des sources anonymes 2 jours après l'assassinat de Samuel Paty, et en laissant entendre qu'on pouvait être responsable de cette horreur, alors même que ça fait des années que l'Observatoire alerte sur le fait que les enseignants ne sont pas assez accompagnés, soutenus et formés sur ces questions-là, ce qui d'ailleurs fait qu'on est très souvent sollicité sur le terrain dans les établissements scolaires et soutenu par les associations d'enseignants. Bref, donc cette attaque très malvenue et moralement assez insupportable c'était dur à supporter, ça a duré 3 semaines, donc voir son nom sali n'est jamais très agréable, surtout sur la base de mensonges. Mais malheureusement, ça a eu des conséquences, qui est que effectivement l'avenir de l'Observatoire n'est pas du tout garanti, loin de là. Le Premier ministre, pour répondre à sa ministre, a décidé une discussion sur l'avenir donc du portage de la laïcité au niveau de l'État.
et donc une discussion avec tous les ministères. Et le mandat des membres personnalités qualifiées, il y a 3 collèges au sein de l'Observatoire. Vous avez les membres de droit, qui représentent les administrations centrales, les parlementaires, de l'opposition comme de la majorité, puisque c'est un organisme, certes, placé auprès du Premier ministre, mais transpartisan et autonome dans ses travaux. Et enfin, les personnalités qualifiées, qui sont indépendantes et qui sont nommées normalement pour leur connaissance et leurs travaux sur le sujet. Et ce mandat-là des personnalités qualifiées se clôt le 2 avril. Et du coup, il avait été dit que cette clôture, enfin que le gouvernement profiterait de la fin de ce mandat pour proposer potentiellement autre chose. Et donc, soit mettre un terme définitif à l'Observatoire de la laïcité et le remplacer par une autre structure, comme le demanderait cette ministre auprès du ministère de l'Intérieur, de la Citoyenneté, donc plus quelque chose d'interministériel, soit le supprimer et ne rien faire d'autre, soit ne pas le supprimer mais en changer les membres avec une orientation assumée, une orientation politique, alors qu'aujourd'hui, la plupart tous les avis sont adoptés à l'unanimité, par consensus, et avec quelque chose qui nous rassemble tous, à savoir le respect du droit et de l'équilibre laïque. Si on fait quelque chose d'orienté, ce serait pour changer le droit, pour revenir aux craintes qu'on a évoquées tout à l'heure d'ailleurs. Donc, voilà, nous, en tout cas, ce qu'on a fait savoir au Premier ministre, c'est qu'il nous semblait absolument nécessaire de garder une structure qui soit impartiale, transpartisane, interministérielle, puisqu'aujourd'hui, on a un rôle de conseil, certes, du gouvernement, mais on a aussi un rôle de formation des acteurs de terrain. On a permis la formation d'au moins 350 000 acteurs de terrain pour assurer des formations et écrire des plans de formation ou rédiger des plans de formation. Il faut évidemment écrire quelque chose de parfaitement conforme au droit et impartial, il nous semble, et pas quelque chose d'orienté. C'est ce que nous avons fait. Et enfin, on intervient aussi dans un rôle de réponse aux sollicitations quotidiennes qui nous sont faites par tout un tas d'acteurs de terrain. Et là encore, les acteurs de terrain, les praticiens de la laïcité, ils attendent de nous de les aiguiller pour appliquer correctement la laïcité et de manière conforme au droit, pas pour avoir une orientation idéologique ou politique sur la laïcité. Donc, pour ces raisons, on a rappelé que si on voulait garder un tel outil pour les acteurs de terrain, il fallait garder quelque chose d'interministériel, de surtout transpartisan, de neutre, d'impartial. Et après, l'autre possibilité, c'est carrément, ils en font un simple service administratif. Mais le risque, c'est que s'il est sous la tutelle politique d'un cabinet, il ne sera pas forcément indépendant. Et en plus, le risque, c'est qu'il soit moins efficace dans les médias, dans le débat public, pour justement essayer de rappeler le droit lorsque nécessaire. Un service administratif ne peut pas le faire. Nous, on le faisait souvent pour recadrer un peu les choses et rappeler ce que dit vraiment la loi, et pour éviter certaines dérives. Voilà, donc on en est là. Effectivement, il est fort probable, du coup, suite à cette polémique lancée en octobre à l'époque, au-delà de simple mandat de ces membres-là, que tout l'Observatoire s'arrête dans les prochaines semaines ou prochains mois. Malgré le soutien massif des acteurs de terrain et même de la libre pensée d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous en remercier, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, la libre pensée en tant qu'association historique ont pu soutenir l'Observatoire, mais aussi les syndicats enseignants, les associations enseignants, les administrations elles-mêmes, hein, les administrations et les services publics en interne nous soutiennent beaucoup parce qu'elles ont besoin de nous, les centres éducatifs fermés de la PJJ, et puis les centres sociaux, les missions locales, enfin, moi je suis, en temps normal, je suis 2 à 3 jours par semaine partout en France pour aider des acteurs de terrain, outre les réponses que je fais quotidiennement par mail ou par téléphone. Donc c'est sûr que les acteurs de terrain sont inquiets, et voilà. Mais bon, malheureusement, on le sait bien, on est dans un débat passionnel, et le problème, c'est que beaucoup ont tendance à faire de la laïcité non pas un outil, un grand principe, outil au service du commun, mais plutôt au service d'intérêts particuliers. Et ce qui est très dangereux, c'est de transformer la laïcité en une idéologie au service de quelques-uns. José, Ouais.
Je voudrais dire parce que s'il n'y a plus de questions, on pourrait peut-être arrêter. On n'est pas obligé de continuer ad vitam. Mais pour rebondir sur ce que dit Monsieur Cadenne, effectivement, nous, on a soutenu l'Observatoire de la laïcité sur la base d'un principe qui est simple. L'Observatoire de la laïcité, sa fonction, c'est dire le droit. Et les reproches malhonnêtes qui ont été faits à l'Observatoire de la laïcité, c'est que l'Observatoire ne fait pas le droit, ne ferait pas le droit. Mais c'est pas son objet de faire le droit. Parce que faire Exactement. le droit, c'est le législateur, ou à la limite le gouvernement, l'exécutif, par des biais différents. L'Observatoire est précieux parce que ça permet effectivement, vous avez une question précise, vous posez la question, vous avez la réponse. Et ben, Exactement. et en plus, c'est gratuit. Exactement. Non, mais c'est ça. Mais exactement. Et donc, c'est vrai que le fait que ce soit gratuit a aidé beaucoup de monde. Et vous êtes bien aujourd'hui, visiblement, beaucoup veulent qu'il y ait plus de services. En fait, c'est un service public, hein, Tout à l'Observatoire. fait. Et aujourd'hui, beaucoup n'en veulent plus. Et pour terminer, nous, on a fait passer le message. Alors, on est parfois écouté, on n'est pas toujours entendu, hein, mais parce que si l'Observatoire disparaît, qu'est-ce qui va rester sur le marché, entre guillemets? Le Conseil des sages de Blanquer? Il y a quelqu'un qui a entendu parler de ce qu'a fait le Conseil des sages de Blanquer? L'Observatoire, parce on peut être taquin, hein, des fois, hein, on s'est saisi, nous, en Vendée, des recommandations et des analyses de l'Observatoire de la laïcité qui disaient que la situation scolaire du point de vue de l'enseignement public en Vendée et dans le Morbihan n'était pas conforme, comment dirais-je, à ce qui devait être fait légalement et réglementairement. On a initié je le dis pour les auditeurs, on a initié une démarche auprès de toutes les associations laïques qui ont la plupart marché avec nous sur cette question. On a demandé une audience au Conseil des sages de Blanquer pour soulever ce problème. Bon, et au ministre lui-même pour dire que la situation n'est pas normale. Bon, on attend toujours la réponse, hein. Et nous avons fait passer le message suivant. Ce gouvernement, alors ça n'engage que moi, hein, est parfaitement un gouvernement stupide. Il avait deux outils à sa disposition, l'Observatoire et le Comité des sages de Blanquer. S'il le supprime, il n'en aura plus qu'un qui ne sert à rien. Donc il va polariser les problèmes au lieu de les aplanir. C'est du point de vue, au sens large du terme politique, une imbécilité sans nom. Bon, Et puis, il y en a un qui rappelle le droit, il y en a un autre qui a une orientation, hein, qui oui, n'est pas tout à dans fait. le droit. C'est pas du tout la même chose. Bon, bah écoutez, si personne n'a de questions à ajouter, bah moi je pense qu'on va s'avancer vers la fin. Ça va bientôt faire presque 2 heures là qu'on discute. C'est effectivement une bonne surprise. Merci en tout cas à Monsieur Cadenne de nous avoir consacré sa soirée. Ça ne doit pas être facile et la journée Je vous et la en prie. soirée d'être ça en intervention. Comme je vous disais, donc cette vidéo sera mise en ligne très prochainement sur le site de la Fédération nationale. Donc, vous pouvez la partager et faire connaître toutes les questions et les réponses qui auront été données. Encore une fois, une petite publicité pour le livre de Monsieur Cadenne. Hein, Merci. vraiment, ça vaut le coup de s'y perdre et de découvrir les questions que des gens peuvent se poser. C'est quand même assez étonnant. Hein, Je n'ai pas trouvé une erreur dans les erreurs. On ne s'y perd pas, on s'y retrouve. Et il n'est pas cher du tout en plus. Ah oui. Voilà. Et Merci. donc, bonne soirée à tous et à une prochaine initiative. Alors, moi, je le dis pour les adhérents de la Libre Pensée de Moselle qui sont là, ce sera le 25 mars où nous célébrerons la Commune de Paris avec une visioconférence de Jean-Marc Schiappa, hein, qui nous fait l'honneur de nous faire savoir ce qui s'est passé à compter du 18 mars 1871. Voilà. Si vous voulez en savoir plus. Voilà. Vous voulez dire un mot pour conclure, Monsieur Cadenne? Non, mais là, je disais juste, c'est un très beau sujet. J'ai beaucoup d'intérêt pour la Commune de Paris, donc c'est un très beau sujet. Et Jean-Marc, en plus, est remarquable. Donc voilà, on va profiter bien. Et encore merci, un grand merci pour cet échange. Et voilà, j'étais très heureux d'échanger avec vous ce soir. Et merci aussi pour votre soutien et pour vos combats quotidiens sur le sujet. Très bien. Merci. Bonne soirée. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Bon, Dominique, tu es là?